crise alimentaire au Burkina Faso, 6 millions de personnes sont concernées par cette situation due à un déficit céréalier. Le maréchal libyen Khalifa Haftar a lancé une opération militaire. Objectif, libérer la ville de Derna des groupes islamistes et djihadistes. Puis les Nations Unies annoncent une vaste campagne de vaccination contre le choléra en Afrique. Elle cible plus de 2 millions de personnes. Voilà, c'était là le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Au Burkina Faso, 6 millions de personnes, soit un tiers de la population, sont ou seront en situation de difficulté alimentaire en 2018 dans la moitié des provinces du pays. Il s'agit d'une estimation rendue publique hier lundi par le ministre burkinabé de l'Agriculture, Niouga Ambroise Ouedraogo. Cette situation s'explique notamment par un déficit céréalier de 477 000 tonnes sur la campagne 2017-2018. On fait le point. Sur la période allant de mars à mai 2018, 2,5 millions de Burkinabés sont dans une situation alimentaire limite. Près de 2,7 millions le seront entre juin et août et près d'1 million d'autres seront dans une situation alimentaire difficile entre juin et août prochain. Il s'agit de chiffres annoncés par le ministre burkinabé de l'Agriculture, Niouga Ambroise Ouedraogo. Au total, 6 millions de Burkinabés, soit un tiers de la population, seront dans cette situation de difficulté alimentaire en 2018 dans la moitié des provinces du pays. Le ministre a expliqué cette situation par un déficit céréalier de 477 000 tonnes sur une production totale de 4 millions de tonnes en baisse de 11% sur un an durant la campagne 2017-2018, une situation qui affecte 22 des 45 provinces du Burkina Faso. Le gouvernement va apporter une assistance financière et alimentaire aux populations touchées. Plus de 110 000 tonnes de céréales seront vendues à prix subventionné. Pays sahélien d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, qui compte 18 millions d'habitants, est confronté à des déficits agricoles chroniques qui l'exposent à des disettes et surtout à des menaces régulières de famine. Au Tchad, le président Idriss Déby a nommé ce lundi les membres de son gouvernement après la mise en place vendredi de la nouvelle constitution pour une 4e république qui instaure un régime présidentiel sans premier ministre. Ce gouvernement de 24 ministres et 4 secrétaires d'État, dont 2 ministres d'État, doit encore prêter serment devant le président de la République. Reportage. Composé de 24 ministres et 4 secrétaires d'État, dont 2 ministres d'État, le nouveau gouvernement tchadien, le tout premier de la 4e République, doit encore prêter serment devant le chef de l'État avant sa prise de fonction. Le président Idriss Déby a nommé lundi les membres de cette nouvelle équipe après la mise en place vendredi de la nouvelle constitution pour une 4e République qui instaure un régime présidentiel sans premier ministre. L'équipe gouvernementale compte 9 femmes, conformément aux vœux du président tchadien de favoriser la représentativité des femmes en politique. 10 anciennes personnalités quittent le gouvernement, dont le ministre des Infrastructures, celui des Finances et celui du pétrole. Kassiré Koumakoy, ancien premier ministre d'Idriss Déby, devient ministre d'État, conseiller à la présidence, et l'avocat Jean-Bernard Padéré devient ministre d'État chargé des infrastructures. Les portefeuilles de la Défense et de la Sécurité ainsi que celui du ministère des Affaires étrangères conservent leurs titulaires. La Constitution, adoptée par une session parlementaire boycottée par de nombreux députés de l'opposition, renforce les pouvoirs du président tchadien avec la mise en place d'un régime présidentiel intégral sans premier ministre ni vice-président. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar a annoncé lundi le lancement d'une opération militaire pour libérer la ville de Derna, une ville sous la coupe de groupes islamistes et djihadistes depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Derna, rappelons-le, est sous le contrôle du Conseil de la Choura des Moudjahidines, une coalition hétéroclite de missiles islamistes et djihadistes, notamment proches d'Al-Qaïda. L'heure zéro a sonné pour la libération de Derna, c'est ce qu'a déclaré l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, qui a précisé que ses forces avaient commencé à pilonner les bastions des terroristes dans cette ville située à plus de 1000 km à l'est de la capitale Tripoli.
Il a indiqué avoir donné des instructions à ses forces pour épargner les civils lors de cette opération. Derna est sous le contrôle du Conseil de la Choura des Moudjahidines, une coalition hétéroclite de milices islamistes et de djihadistes, notamment proches d'Al-Qaïda, qui sont hostiles à la fois à Haftar et au groupe djihadiste État islamique. Cette ville était tombée en 2014 sous la coupe du groupe État islamique, mais ils en avaient été chassés en juillet 2015 par des djihadistes du Conseil de la Choura des Moudjahidines à l'issue de combats meurtriers. Les forces du maréchal Khalifa Haftar assiègent depuis plusieurs mois cette ville côtière de 150 000 habitants, place forte historique des islamistes radicaux dans l'Est libyen. Rappelons que Derna est la seule zone de l'Est de la Libye à échapper au contrôle de l'autoproclamée armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar. La plus importante campagne de vaccination contre le choléra jamais lancée est actuellement menée en Afrique. Elle vise plus de 2 millions de personnes. L'annonce a été faite par l'ONU et l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination. Voici le point. Une vaste opération de vaccination contre le choléra est actuellement en cours en Afrique avec pour cible plus de 2 millions de personnes. Cette campagne est une riposte d'une ampleur sans précédent à la vague d'épidémie de choléra qui traverse le continent. We have experienced in Africa over the last 3 years an increase in the number of outbreaks of cholera in the Nous avons vécu au cours des 3 dernières années en Afrique un accroissement du nombre de départs d'épidémies de choléra dans la région. Ce phénomène est lié aux changements environnementaux, à l'instabilité politique, aux rébellions à travers le continent, aux camps de personnes déplacées, ainsi qu'à la rapide urbanisation qui a créé des bidonvilles en abord des grandes villes. Au cours des dernières années, c'est-à-dire entre 2006 et 2016, nous avons plus de 752 000 cas de choléra répertoriés en Afrique, avec plus de 17 000 décès. 2,000 cases of cholera reported in Africa, with more than 17,000 deaths. La campagne de vaccination doit s'achever à la mi-juin. Elle vise la Zambie, l'Ouganda, le Malawi, le Soudan du Sud et le Nigeria. Le choléra ressurgit à chaque saison des pluies et dévaste les communautés à travers l'Afrique. De nombreux pays sont actuellement confrontés à des épidémies de choléra sur le continent. Selon l'Organisation mondiale de la santé, au moins 12 régions ou pays d'Afrique subsaharienne font ainsi état d'une transmission active de la maladie. En Malaisie, à la veille des élections législatives, le Premier ministre malaisien Najib Razak a rencontré des sympathisants du Barisan Nasional, la coalition au pouvoir. La rencontre a eu lieu dans son fief à Pékin. Voici les détails. À quelques heures de la tenue des législatives en Malaisie, le Premier ministre bat campagne dans son fief. Et pour cette dernière sortie officielle, le candidat a rencontré la coalition de Barisan Nasional, une coalition formée de partis au pouvoir depuis l'indépendance de l'ex-colonie britannique en 1957 et qui a vu sa popularité s'effriter ces dernières années en raison du vaste scandale de détournement au détriment du fonds souverain créé par Najib à son arrivée au pouvoir en 2009 pour moderniser la Malaisie. Dans ces élections, je soutiens le Premier ministre Dato Sri Najib bin Tun Abdul Razak parce qu'il est très sympathique, responsable et très gentil avec tous les habitants de notre pays. In our country. Bagi saya Muhammad ni kalau ikutkan untuk bukan saya. J'ai choisi Dato Sri Najib parce qu'il aide beaucoup de Malaisiens et la Malaisie. Sri Najib sebab dia banyak bantu orang Melayu dan rakyat Malaysia. Je le soutiens depuis le début et je le soutiendrai toujours. La campagne pour ces législatives a été marquée par des coups bas et des insultes échangés entre Najib et Mahathir au cours des meetings électoraux. La police surveille les évacuations de résidents à Hawaï suite à la destruction d'une trentaine de bâtiments par le volcan Kilauea. Des dizaines d'autres sont encore menacés par ce volcan le plus actif de Hawaï, entré en éruption jeudi dernier. Voici les détails. Après l'éruption du volcan Kilauea survenu jeudi dernier, un ordre d'évacuation a été donné. Des centaines de personnes habitant à Hawaï sont donc évacuées. L'opération se déroule sous la surveillance des forces de police. L'éruption volcanique a détruit une trentaine de bâtiments et en menace encore une dizaine d'autres. Selon la défense civile,
10 fissures volcaniques sont ouvertes. L'Observatoire hawaïen des volcans a pour sa part signalé au cours de son dernier bulletin lundi qu'une coulée de lave s'était échappée de l'une d'entre elles. De manière générale, l'Observatoire a indiqué constater une baisse d'intensité, mais elle s'attend toutefois à une reprise de l'activité volcanique en raison du fait que la sismicité se poursuit dans la zone. L'Observatoire a précisé que l'éruption a été occasionnée par un regain d'activité sismique. Il a également été relevé qu'un tremblement de terre de magnitude 6,9 a notamment frappé l'île vendredi, le plus puissant sur place depuis 1975. Les répliques se poursuivent et d'autres sont attendues. Le volcan Kilauea fait partie des 5 volcans de l'île de Hawaï. Cotonou, la capitale économique du Bénin, a abrité le Festifa, entendez, le Festival international des familles. Le festival était enrichi par un salon d'exposition d'articles liés à la célébration du mariage. L'événement s'est déroulé du 4 au 6 mai dernier. Voici le compte rendu. Le Festival international des familles Festifa entend être une plateforme d'apprentissage entre familles de cultures et horizons différents. Il a réuni des professionnels, des experts et des acteurs de la promotion des valeurs familiales et du mariage. Si l'idée du Festifa est née depuis 2015, ce n'est qu'en 2017 que les contours de sa mise en œuvre ont été cernés grâce à la rencontre en 2017 à Lomé d'une agence d'événementiel spécialisée dans l'organisation des salons. L'expertise de cette agence a donc permis de présenter au cœur du Festifa le salon du mariage, d'où l'appellation Festifa Salon du mariage. Le salon du Festival international des familles a mis en valeur de nombreux articles de mariage. Le Festifa a eu lieu du 4 au 6 mai à Cotonou. Voilà, c'est sur ces belles images artistiques que prend fin ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite au programme sur SICA. À très bientôt. Au revoir.